Bonjour à tous, bienvenue, vous regardez 7 jours BFM, le magazine de reportage de BFM TV. Nous sommes ensemble pendant 2 heures, comme tous les samedis. Au sommaire de cette première partie, le double visage de David Rameau, le meurtrier présumé d'Angélique. Père de famille, chauffeur de bus, très investi dans la vie de sa commune et dans l'école de son fils. Il a déjà été condamné pour viol en 1996. Qui est-il vraiment ? L'appel bouleversant d'une jeune femme de 22 ans au SAMU en décembre dernier. Naomi Musenga a perdu la vie à l'hôpital de Strasbourg. La soif de justice de ses parents, les défaillances du dossier. L'escalade militaire entre Israël et l'Iran, l'inquiétude croissante de la communauté internationale, le danger d'une escalade, d'une guerre ouverte, même si les deux pays ennemis disent vouloir éviter un embrasement de la région. Analyse et décryptage à suivre en plateau dans quelques instants. La GBL, la nouvelle drogue des clubs parisiens, à l'origine de plusieurs comas, dont l'un s'est soldé par la mort d'un jeune homme. Comment détecter cette drogue de synthèse ? Les professionnels de la nuit et les autorités tentent d'alerter sur ce nouveau fléau. Il est presque midi, nous sommes le samedi 12 mai, vous regardez 7 jours BFM. Dans un instant, le double visage de David Rameau, votre grand reportage. Mais tout de suite, c'est le journal avec Igor Saïri. Et à la une de l'actualité à midi sur BFM TV, c'est un appel à l'apaisement que lancent les frères de Naomi, la jeune femme décédée fin décembre en l'absence d'aide médicale, alors que les messages de violence se multiplient contre les agents hospitaliers de Strasbourg. Eux veulent juste comprendre comment ce drame a pu survenir sans aucune colère. Entretien signé Kelly Lafin, Jérémy Susselin avec Jonathan Duprier. Derrière leur sourire crispé, Gloire et Martial Musenga veulent rendre hommage à leur sœur Naomi. Une prise de parole publique, sans vindicte ni amertume, simplement pour honorer sa mémoire. Elle était pleine de vie, c'était la personne la plus joyeuse que je connaissais avec moi, Gloire, et certaines personnes. C'est assez rare d'avoir des gens comme ça, et tout arrive pour une raison, et si c'est arrivé, c'est qu'après cela, il se passera quelque chose forcément. Les deux frères veulent aussi éviter à tout prix une escalade de la violence envers les opératrices du SAMU. Ils ne ressentent aucune haine envers elles. On ne peut pas leur en vouloir, Si à partir de maintenant, elles retournent en arrière et qu'elles ont encore cet appel, je peux vous assurer qu'ils vont l'aider. Ça ne l'ont pas aidé, c'est dû à des problèmes qui se sont passés dans leur structure, pendant leurs heures de travail, auparavant, etc. Ça n'a rien à voir. Ils n'avaient rien contre elle, personnellement, ils ne la connaissaient pas. Donc ce n'est pas leur faute. Et Gloire compte particulièrement sur la marche blanche qui se tiendra le 16 mai à Strasbourg. Elle servira à faire entendre l'apaisement qu'ils défendent. Toutes les personnes qui veulent se joindre à la marche, elles peuvent venir, d'où elles veulent, de France, peu importe. Mais on appelle vraiment à la non-violence. Malgré le décès de Naomi, Martial et Gloire sont déterminés à faire de leur drame familial un étendard pour que plus jamais cela ne se reproduise. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a dénoncé le comportement indigne de l'opératrice du SAMU. Cette femme d'une cinquantaine d'années qui a rallié Naomi était apparemment expérimentée. Son avocat tente d'expliquer son comportement par ses conditions de travail. Écoutez. C'est une personne qui fait ce travail depuis 2009 à peu près, 2009-2010. Donc c'est un agent confirmé qui là avait bien sûr fait une journée de 12 heures le 26. Elle est bouleversée aujourd'hui de cette situation-là. Et elle se dit en réalité, je dirais plus qu'elle est sur « je ne veux plus faire ce métier-là ». Les magasins Leclerc invitent leurs consommateurs en possession d'un fromage reblochon à le rapporter dans les plus brefs délais. Il s'agit du reblochon AOP de la marque Nos Régions ont du talent. 7 enfants en bas âge ont été gravement touchés par une intoxication alimentaire. 6 d'entre eux ont été hospitalisés. L'un d'eux l'est toujours. Ils ont été infectés par la bactérie E. coli, bactérie qui peut entraîner une insuffisance rénale, contamination dont l'ampleur reste à déterminer. C'est une info BFM TV. Christophe Naudin a été libéré ce matin de la prison de Villepinte. Ce Français expert en sûreté aéronautique impliqué dans l'affaire Air Cocaïne a bénéficié d'une dispense de peine pour pouvoir intégrer une hospitalisation en milieu libre. Il souffre d'un cancer. Christophe Naudin a purgé une peine de 5 ans de prison en République dominicaine pour avoir aidé des pilotes à prendre la fuite. Il avait été transféré en février dernier dans cette prison française pour des raisons de santé.
C'est donc une agression sexuelle qui aurait provoqué l'arrêt du tournage de l'émission Koh-Lanta. Une candidate dit avoir été victime des agissements d'un participant dans la nuit du 4e jour du tournage. Ce dernier conteste formellement l'accusation. Nicolas Carne avec Majid Kiat. Dans un communiqué publié hier après-midi, Adventure Line Productions explique les raisons de l'arrêt du tournage de Koh-Lanta. Dans la nuit du 4e au 5e jour de tournage, une concurrente a fait état de faits susceptibles de relever d'une agression sexuelle. Ces faits sont formellement contestés par le concurrent concerné. Des faits qui se sont déroulés en dehors du cadre du tournage de l'émission, dans un moment qu'on appelle un moment off, où il n'y a ni micro, ni caméra, ni équipe technique autour des candidats. La candidate aurait été réveillée par ses attouchements, aurait saisi le talkie-walkie qui lui permet de communiquer avec la production pour s'en plaindre. Des faits pris très au sérieux par la production de l'émission. Stéphane Cipolla est un ancien candidat de Koh-Lanta. Pour lui, lors du casting, il n'y a pas que la sélection physique. Les psys là-bas font leur boulot. Après, vous n'allez pas m'apprendre, mais peut-être une personne peut cacher aussi son comportement. Donc, les castings sont quand même faits assez pointueux. Donc c'est assez pointueux comme casting et assez long aussi. Koh-Lanta est l'un des programmes phares de TF1. Une seule émission génère plus de 2 millions d'euros de recettes publicitaires. C'est la 2e fois qu'une édition du jeu est suspendue. En 2013 déjà, Koh-Lanta en tournage au Cambodge avait été annulé après le décès d'un candidat. C'est la grande finale de la 63e édition de l'Eurovision ce soir à Lisbonne. Il ne reste que 26 pays sur les 43 en compétition. Et la France a peut-être ses chances cette année, Madame Monsieur. Et leur chanson Merci semble bien placée. On croise les doigts évidemment, car la France n'a plus gagné depuis 1977. Et c'est le retour de cette journée BFM avec vous, Pauline. Merci beaucoup, Igor. On se retrouve à 13h pour un nouveau journal. Dans un instant, les 2 visages de David Rameau, le meurtrier présumé d'Angélique, déjà condamné en 1996 pour le viol de cette jeune femme. Il y a quelqu'un qui est arrivé derrière moi avec un couteau sur la gorge et il y avait un casque de moto. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose? De me laisser faire, sinon il allait me tuer. Et il a appuyé sur le couteau au niveau de la gorge. Et il a appuyé fort. Pourquoi vous vous en êtes sorti? Parce que je me suis laissé faire. Et puis cet appel déchirant, bouleversant de Naomi Musenga au SAMU. La jeune femme de 22 ans est décédée 5 heures plus tard. Aidez-moi, madame. Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Madame, j'ai très mal. Oui, bah vous appelez un médecin, hein? D'accord. Voilà, vous appelez SOS médecin. Je peux pas. Vous pouvez pas? Ah non, vous pouvez appeler les pompiers, mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir, certainement un jour, comme tout le monde. Restez avec nous, on revient dans une poignée de secondes, juste après la pub. BFM TV, première sur l'info. Retrouvez votre programme avec aramisauto.com, vente de voitures d'occasion reconditionnées. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile. Dis papa, on conduit comment dans le futur? Renault Scénic, la technologie au quotidien. Découvrez Renault Scénic et ses nouvelles motorisations essence à partir de 229 € par mois avec 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Un jour, je me suis pesée et ça a été le choc. Avec XLS Médical, perdez jusqu'à 3 fois plus de poids qu'avec un régime seul. J'ai perdu 10 kilos avec XLS Médical. Je me sens mieux dans mon corps. Osez XLS Médical et perdez du poids. Dispositif médical. Regarde bien sa tête quand je vais lui dire combien on paye notre assurance auto. Hé, salut! Alors 2 fois moins cher. Il la paye 2 fois moins cher que nous. Avec meilleurtaux.com, comparez les assurances auto et économisez en moyenne 335 €. Alors, c'est qui le meilleur? En ce moment, meilleurtaux.com vous offre un mois d'assurance auto. Vous êtes là, et là, et là, pour toujours. Dans le cœur de nombreux enfants en difficulté. Dans le sourire que vous leur apportez. Dans l'avenir que vous leur offrez.
votre mémoire perdure à travers tous ces enfants et donne un sens à leur vie. Pour aider les enfants, pensez à l'UNICEF dans votre testament ou votre assurance vie. Demandez la brochure gratuite au 01 87 64 10 10. C'est la vie que je veux, en vrai, ensemble, entière. C'est la vie que je peux, en bio et en symbiose, en clair. C'est la vie claire. Au fil des années, j'ai toujours cherché à révolutionner la technologie des aspirateurs. Maintenant, avec ce puissant moteur numérique, une nouvelle ère commence. Dyson a réinventé l'aspirateur sans fil. Ce n'est certainement pas un appareil d'appoint. Le Dyson Cyclone V10 devient maintenant votre aspirateur principal pour nettoyer en profondeur dans toute la maison. Tellement puissant que nous avons arrêté de développer des aspirateurs avec fil. Avec Zoé, roulez en liberté. Libre de vivre les sensations de la conduite électrique, de goûter à des expériences inédites. Libre de pouvoir recharger simplement, chez vous ou ailleurs. Libre d'écouter la mer, la route ou juste le silence. Renault Zoé, la meilleure autonomie de sa catégorie. Renault Zoé, à partir de 129 € par mois, prix et son installation incluse. Retrouvez votre programme avec aramisauto.com, vente de voitures d'occasion reconditionnées. David Rameau, 45 ans, a été transféré il y a quelques jours de la prison vers un hôpital psychiatrique. C'est le meurtrier présumé d'Angélique, 12 ans, tuée et violée le mois dernier dans le Nord. Alors qui est-il vraiment ? Père de famille, chauffeur de bus, très actif dans sa commune, apprécié des parents d'élèves. L'homme a déjà été condamné en 1996 pour viol et agression sexuelle. Qu'a-t-il fait pendant toutes ces années ? Le double visage de David Rameau, enquête signée Natacha Rios, Kelly Lafin, Baptiste Besson, Julie Papet et toutes les équipes de BFM TV. Dans cette école de Vambrechy, les parents d'élèves sont encore abasourdis. Tous connaissaient le meurtrier présumé d'Angélique, David Rameau, le père d'un petit garçon scolarisé ici, en CE2. Le directeur de l'établissement le côtoyait régulièrement. On se connaît bien, c'est une petite ville, donc on se croise souvent et il y avait des liens assez forts qui avaient été établis entre les familles, notamment les familles de CE2 où ils se fréquentaient pas mal. Et oui, bien sûr, et c'est un monsieur à qui je serrais la main régulièrement, il était souvent dans l'établissement quand on ouvre la grille. Tony est lui aussi le papa d'une petite fille élève de CE2. Il discutait souvent avec David Rameau en allant déposer les enfants. À la veille des vacances, il l'avait écouté raconter ses envies et ses projets d'avenir. Il y avait pour ambition de partir de là où il habitait. Il y avait acheté notre maison qui était en construction. Il allait faire la brocante de la commune. Il était agréable, il était content d'être en vacances. Donc on y revient, on n'en revient pas tout simplement. Tony partageait quasiment tous les jours le chemin du retour avec cet homme
qu'il trouvait très sympathique. Il était très décontracté, calme, quelqu'un qui zen, parce que je vous dis souvent il était en bermuda ou t-shirt, et puis je lui disais bonne journée, puis voilà, bon courage il allait travailler, et puis voilà, le chemin se séparait là. C'est ici que David Rameau habitait, ici aussi que lors de ses aveux effroyables en garde à vue, il dit avoir emmené la petite Angélique pour la violer et la tuer. Comment ce père de famille insoupçonnable aurait-il pu commettre un tel crime? Comment a-t-il pu tromper son entourage pendant des années? Derrière son sourire, David Rameau cachait un lourd secret. Celui d'un homme de 45 ans, au passé chaotique, déjà condamné pour viol. Abandonné par sa mère, David Rameau passe une partie de son enfance auprès de son père et de sa belle-mère. À 20 ans, il habite cet appartement de la banlieue de Lille lorsque tout bascule. En janvier 1994, il vole le sac à main d'une dame et tente de l'emmener sous ce pont sans succès. Le même mois, sous la menace d'un couteau, il agresse sexuellement une femme de 40 ans. Il recommence 10 jours plus tard, là encore, même scénario. Mais le 7 janvier 1994, il va commettre un crime, le viol d'une jeune fille d'à peine 13 ans. Elle a aujourd'hui 37 ans. Elle se rappelle encore chaque détail de son calvaire. Je me souviens que je sortais du théâtre, j'avais donné un coup de main à ma mère à déménager. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui est arrivé derrière moi avec un couteau sur la gorge et il y avait un casque de moto. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose? De me laisser faire, sinon il allait me tuer. Et il a appuyé sur le couteau au niveau de la gorge. Et il a appuyé fort. Pourquoi vous vous en êtes sorti? Parce que je me suis laissé faire. Il a voulu faire ce qu'il voulait faire avec moi et après, il est parti. David Rameau est rapidement interpellé. À l'audience, il reconnaît avoir eu des pulsions. Il est condamné à 9 ans de prison ferme. Après 6 ans et demi derrière les barreaux, il retrouve la liberté. Il a alors 26 ans. À sa sortie, il rencontre Laetitia, 18 ans. Une histoire d'amour commence et très vite, il se marie. Selon une amie du couple, il ne lui a pas dit toute la vérité. Elle connaissait donc une partie du passé de son époux qui était qu'il avait fait de la prison en étant jeune car il avait violé une femme, pas une enfant, dans ce qu'il lui avait dit, qu'il avait violé une femme et qu'il était sous l'influence de l'alcool avec des copains. C'était un délire débile, mais un délire de copains. Voilà, il s'était fait embarquer dans cette bêtise-là. Laetitia passe outre le passé de son époux et fonde une famille. Ils ont 2 fils. David Rameau est un père très attentionné. Je ne l'ai jamais vu en colère. Jamais vu s'énerver, jamais vu disputer ses enfants. Il s'énervait jamais. On rigolait souvent, hein. On se moquait de lui en disant « mais vas-y, crie un peu plus fort parce que là, tu leur fais pas peur à tes enfants. » Jamais. Le jour du meurtre, sa femme et ses enfants étaient en vacances dans le sud. Son épouse a appris ses aveux à la télévision. Toute sa vie qu'elle avait construite avec lui depuis une vingtaine d'années, c'est à voler en éclats, si vous voulez. Tout s'est dérobé sous ses pieds. Voilà. En un instant, tout ce qu'elle construit, c'était une femme normale, qui avait un travail normal, c'était un homme normal, qui avait un boulot normal, ils avaient une vie sociale, ils avaient 2 beaux enfants. Et en un instant, une fraction de seconde, rétrospectivement, elle se rend compte qu'elle a vécu avec un étranger. David Rameau a été interpellé 3 jours après les faits sur son lieu de travail. Chauffeur de bus pour la compagnie Transpol, il a continué à se rendre au dépôt sans éveiller les soupçons. Nous avons réussi à joindre un de ses collègues avec qui il a bu un café le lendemain du meurtre. Je l'avais croisé jeudi, où il me paraissait comme d'habitude. C'était quelqu'un de discret chez nous, au demeurant très sympathique, qui faisait pas de vagues, on n'entendait pas parler de lui. Pas d'examen de casier judiciaire pour intégrer l'entreprise. David Rameau avait pu facilement décrocher ce travail 4 ans plus tôt. Il menait une vie bien rangée à Vambrechy. Karine l'a côtoyé au sein de l'association de parents d'élèves. Elle se souvient d'un homme très impliqué dans la vie scolaire. Le papa était toujours là. S'il fallait tenir un barbecue lors d'une kermesse, il était là. S'il fallait mettre des barrières, il était là. S'il fallait aider en quoi que ce soit, il était là, tout au même titre que mon mari. Donc oui, c'était même pas réservé, même pas serviable, agréable.
Elle comprend pourquoi Angélique aurait facilement suivi son agresseur. On peut se dire que voilà, elle avait 13 ans, elle était naïve, elle y est allée, mais non. Parce que je vous jure que ma fille de 16 ans, quand elle l'a su, sa première phrase, ça a été « Mais maman, j'y serais allée aussi ». Et je peux vous dire que moi, du haut de mes 38 ans, j'y serais allée aussi. Il y a une facette de lui qu'on n'a jamais vue, donc qu'on a même encore du mal à le croire aujourd'hui. C'est ce qui est d'autant plus dur de se mettre à détester quelqu'un qu'on a apprécié. Un homme au double visage. Devant les enquêteurs, David Rameau a livré sans détour le déroulé du meurtre, les sévices infligés à Angélique et le lieu exact où il a abandonné son corps. Son avocat lui a rendu visite en prison. Il décrit un détenu effondré et hagard. C'est pas un monstre froid que j'ai rencontré, c'est un homme perdu qui a commis l'irréparable. Pour reprendre ses termes précisément, il m'a dit « Je ne sais pas comment j'ai pu en arriver là ». Depuis sa sortie de prison en 2000, il n'avait pas d'obligation de soins. Angélique est-elle la seule victime? La PJ de Lille va passer en revue toutes les agressions et les disparitions non élucidées pour voir si David Rameau peut être impliqué. Un drame et beaucoup de questions. C'est un appel téléphonique bouleversant entre Naomi Musenga, 22 ans, qui se plaint de douleurs au ventre, et une opératrice du SAMU. 5 heures plus tard, la jeune femme meurt à l'hôpital de Strasbourg. C'était en décembre dernier. Alors, combien de dysfonctionnements? Pourquoi ne l'apprend-on que maintenant? Quelle chaîne de responsabilité? Sa famille réclame justice. Naomi, les failles du SAMU, Émeric Barraud, Laura Bleuzen et toutes les équipes BFM TV. Nous sommes le 29 décembre en fin de matinée. Naomi Musenga est chez elle. Cette jeune maman se plaint de douleurs au ventre et appelle les pompiers qui transfèrent son appel au SAMU. D'une voix épuisée, Naomi Musenga s'adresse à l'assistante de régulation du SAMU. Aidez-moi, madame. Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Madame, j'ai très mal. Oui, bah vous appelez un médecin, hein? D'accord. Voilà, vous appelez SOS médecin. Je peux pas. Vous pouvez pas? Ah non, vous pouvez appeler les pompiers, mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir, certainement un jour, comme tout le monde. Il me fait mal partout. Oui, bah vous appelez SOS médecin au 03 88 75 75 75. Voilà, ça je peux pas le faire à votre place. Qu'un médecin vous voit, ou sinon vous appelez votre médecin traitant. D'accord? À bout de force, Naomi Musenga parvient ensuite à appeler SOS médecin. Elle finit par être prise en charge et emmenée dans cet hôpital de Strasbourg. Après 2 arrêts cardiaques, la jeune femme de 22 ans décède le jour même à 17h30, soit 6h30 après son appel au SAMU. Sa famille est révoltée. On a été choqués, comme beaucoup d'entre vous, choqués, très très choqués. Et puis, au départ inopiné de notre enfant, c'était le premier choc. Et puis, après avoir réceptionné, n'est-ce pas, ce cassette, 3 jours après, quand j'ai eu le courage de l'écouter, encore une fois très choqué. Il y a un enregistrement qui nous foudroie. On a écouté nous 4. C'est douloureux déjà, c'est alarmant. Et puis on a crié. Il fallait retenir le mur, les tables pour dire c'était ça. Ma fille a dû lutter comme ça. Une enquête administrative a été ouverte par l'hôpital de Strasbourg, ainsi qu'une enquête préliminaire pour non-assistance à personne en péril. Les spécialistes considèrent d'ores et déjà qu'il s'agit d'un grave dysfonctionnement. L'assistante de régulation médicale ne transmet pas l'appel au médecin régulateur. D'elle-même prend la décision de renvoyer cette jeune femme vers SOS médecin, alors que tout appel arrivé au SAMU doit être transmis au médecin qui, lui seul, par un interrogatoire médical, va avoir la possibilité, la capacité de décider des suites à donner à cet appel. Cette opératrice a raccroché. Donc je sais déjà en tant que ministre et en tant que citoyenne que la procédure normale de traitement d'appel n'a pas été suivie. Alors une prise en charge plus rapide aurait-elle pu sauver Naomi Musenga? Impossible de le dire pour le moment. L'autopsie évoque une hémorragie interne dont la cause est pour l'instant inconnue. Une certitude, il s'agissait d'une urgence absolue. La famille de Naomi Musenga réclame que toute la lumière soit faite sur sa mort. Que justice soit faite. Voilà. C'est cela notre première préoccupation.
nous voulons savoir pourquoi elle est morte. Parce qu'elle est en bonne santé. J'étais avec Naomi mercredi. J'ai dit on ne s'est pas vu, on m'appelle vendredi. Naomi est décédée pour moi. J'ai du mal. Je ne peux même pas comprendre pourquoi elle peut partir si jeune. À 22 ans, elle a laissé une fille de 18 mois. Qu'est-ce qu'on va dire à cette petite fille? Qu'est-ce qu'on va dire? La famille de Naomi Musenga a porté plainte. Elle ne veut pas accabler l'assistante de régulation du SAMU uniquement et pointe une chaîne de responsabilité. Mais selon l'avocat de la famille, la conversation interpelle. Quels critères ont guidé l'opérateur pour considérer qu'il n'y avait pas urgence? Quand on écoute l'enregistrement qui est choquant, on ne constate aucune question médicale qui permet de poser un diagnostic d'urgence ou pas. C'est ce qui interpelle la famille. Au-delà du cynisme, mettez-vous à la place de la famille qui écoute cet enregistrement, qui entend la voix très faible de leur enfant, et l'opératrice qui lui parle sur le ton sur lequel elle lui a parlé, le ton d'indifférence sur lequel elle lui a parlé. L'assistante de régulation du SAMU est aujourd'hui suspendue. Cette ancienne ambulancière travaille depuis 4 ans au SAMU. Le 29 décembre dernier, elle avait accepté de remplacer un collègue malade sur son jour de repos. Elle est ennuyée, elle est embêtée, elle ne pensait pas que ça allait si loin. Elle regrette évidemment ses propos. Elle a effectivement été volontaire pour plusieurs missions, entre autres bien sûr, elle a travaillé 3 jours sur 4. Elle était évidemment, comme tous ses collaborateurs et comme tous ses collègues, dans une pression psychologique telle que le 29, évidemment, elle a mal parlé, ça, elle le reconnaît. Mais à côté de cela, comment trier sur des milliers d'appels, qui dit vrai, qui dit faux? Chaque année, en France, le SAMU reçoit 25 millions d'appels d'urgence, un chiffre qui a doublé depuis 10 ans. Quant à l'opératrice de régulation du SAMU qui a pris l'appel, elle a été suspendue mercredi à titre conservatoire. Son avocat décrit une femme bouleversée. Dire que ma cliente qui est opératrice, d'accord, s'est trompée, oui, bien sûr, mais de dire qu'elle est la seule responsable, que dans ce mécanisme-là, elle a traité ce cas à la légère. Quand vous avez quelqu'un qui vous appelle, qui vous décrit, et que votre rôle, c'est de filtrer. C'est son rôle. D'accord? Parce que derrière, vous n'avez que 2 médecins. En réalité, aujourd'hui, la prise en charge de l'urgence, c'est ce mécanisme-là qui est prévu. Que la tonalité, ça véritablement, que la tonalité peut choquer, ce qui peut parfaitement se comprendre. Mais je dirais que dès le départ, en réalité, en tout cas pour ma cliente, elle est sur une douleur abdominale et c'est là où en réalité son jugement, malheureusement, son jugement est faussé. Aujourd'hui, c'est une femme bouleversée et qui comprend bien évidemment le chagrin et la colère de la famille, bien évidemment. Quand Donald Trump décide de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015, c'était mardi dernier. S'ouvre maintenant une période d'incertitude et de vives tensions entre l'Iran et Israël. Que contenait précisément cet accord? Quelles conséquences sur l'échiquier diplomatique? Pourquoi le président américain a choisi l'option la plus dure contre l'Iran? Trump, l'imbroglio iranien, Émeric Barrault, Laura Bleuzen et les équipes de BFM TV. Pas de tweet comme à son habitude, mais une allocution solennelle à la Maison-Blanche. Donald Trump choisit la manière forte, le retrait de l'accord jugé désastreux selon lui. In a few moments, I will sign a presidential memorandum to begin reinstating U.S. nuclear sanctions on the Iranian regime. We will be instituting the highest level of economic sanction. Réaction immédiate des Européens. La France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne font part de leurs regrets et assurent travailler collectivement à un accord plus large. Cet accord sur le nucléaire iranien signé en 2015 semble de plus en plus menacé. Ce 14 juillet 2015 à Vienne, la photo est pourtant historique. Après 12 longues années d'âpres négociations, la communauté internationale vient de trouver un accord avec l'Iran sur son programme nucléaire. Today could have been the end of hope on this issue, but now we are starting
a new capital place. Concrètement, le pays renonce à devenir une puissance nucléaire, interdiction d'enrichir de l'uranium pendant 15 ans et obligation de renforcer les inspections de l'Agence internationale à l'énergie atomique jusqu'en 2040. En échange, les grandes puissances s'engagent à lever progressivement les sanctions économiques qui pèsent sur le pays depuis 10 ans. Un accord ambitieux dont se félicite alors le président américain. Because of this deal, the international community will be able to verify that the Islamic Republic of Iran will not develop a nuclear weapon. Négocier avec l'Iran, un tournant pour les États-Unis. Car depuis la révolution islamique de 1979, les relations diplomatiques sont rompues entre les deux pays. Pour Téhéran, l'Amérique représente le grand Satan. Pour les États-Unis, l'Iran est devenu un pays ennemi. Il faut se souvenir des 444 jours de prise d'otages des diplomates américains dans leur propre ambassade. C'était un camouflet pour la grande Amérique à la face du monde. Et la révolution iranienne était pour tous les Américains un signe d'affaiblissement, d'humiliation à la face du monde. Et donc, en quelque sorte, lorsque Barack Obama va au bout de cet accord de 2015, c'est une manière de fermer cette page de l'histoire. Mais cette ouverture dans la politique étrangère américaine n'est pas du tout du goût de Donald Trump. Pendant toute sa campagne, le candidat républicain affirme son opposition à l'accord nucléaire iranien et promet d'en sortir. I've been doing deals for a long time. I've been making lots of wonderful deals, great deals. That's what I do. Never, ever, ever in my life have I seen any transaction so incompetently negotiated as our deal with Iran. Une fois à la Maison-Blanche, ce message est martelé. Même si l'Iran respecte ses engagements, d'après les observateurs internationaux, le nouveau président ne dévie pas de sa ligne. Question de principe. The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions. Frankly, that deal is an embarrassment to the United States. It's insane, it's ridiculous, it should have never been made. Pour Donald Trump, ce n'est pas seulement l'accord iranien qui ne va pas, c'est tous les accords qu'il faut redéfinir. Donc il y a une position de principe, une position théorique. Tout ce qui a été négocié avant moi, Donald Trump, futur président, devra être négocié parce que ça a été négocié contre les États-Unis. C'est une position de principe qui ne va pas au fond des accords, ne regarde pas le détail de chacun des accords, c'est vraiment une position philosophique. Si Donald Trump se montre inflexible, c'est aussi pour rassurer son meilleur allié, Israël. Le Premier ministre israélien en est persuadé, comme il l'affirmait récemment, l'Iran mènerait un programme nucléaire secret. Pour Israël comme pour les États-Unis, il faut donc se montrer plus ferme avec l'Iran, notamment sur les missiles balistiques. L'Iran a continué à développer des missiles qui permettent d'atteindre l'ensemble de la région et qui menacent donc des pays comme Israël ou d'autres et qui constituent effectivement une source d'inquiétude dans toute la région. Des missiles balistiques qui ne sont pas dans l'accord. Donc l'Iran dit, nous avons le droit de fabriquer nos missiles, nous sommes un pays indépendant et comment pourrait-on nous l'interdire ? L'offensive de charme d'Emmanuel Macron lors de sa visite d'État n'aura donc pas suffi à infléchir la position de Donald Trump. Alors que l'Iran et ses 80 millions d'habitants commençaient à sortir de 10 années d'embargo, ce retrait américain ouvre désormais une longue période d'incertitude. Avec nous en plateau, Armin Arefi, journaliste international du Point, spécialiste du Moyen-Orient. Merci d'être avec nous. Alors, jusqu'où cette escalade peut-elle aller et quels sont les risques réels ? Alors, on a assisté. Alors, il y a deux choses indépendantes. Donc, l'accord sur le nucléaire iranien. Comme l'a dit justement votre journaliste, l'Iran a respecté tous ses engagements. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui était un organe qui dépend de l'ONU, qui a mené les contrôles les plus sévères en Iran depuis 2 ans et qui n'a rien trouvé à redire. Donc ça, c'est important. D'ailleurs, suite à coïncidence ou pas, je ne suis pas sûr, mais suite au retrait américain, qui est sans précédent, on a aujourd'hui l'inspecteur en chef de cette agence internationale de l'énergie atomique qui a présenté sa démission. Première chose, aujourd'hui en Iran,
il y a eu bien sûr quelques déclarations du guide suprême iranien, le véritable chef de l'État, mais également du président, qui font part de leur déception. Car, contrairement à ce qu'on pouvait penser, imaginer, ce n'est pas l'Iran, mais un autre signataire occidental, pays le plus puissant au monde, les États-Unis, qui se retire unilatéralement de l'accord et de fait viole, il faut le dire, viole une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, car c'est le Conseil de sécurité qui avait validé l'accord sur le nucléaire iranien. Pour l'instant, en Iran, on fait profil bas. Mais concrètement, l'accord, il devient caduc de fait si les États-Unis sortent ? Non, car c'est un accord qui a été signé à 6, plus l'Iran, 6, donc il reste les 4 autres pays membres du Conseil de sécurité, dont la France, donc les Européens, mais également la Chine et la Russie. La balle, aujourd'hui, est dans le camp des Européens. Pourquoi ? Parce que les États-Unis se retirent de l'accord. Certes, le problème, c'est que les États-Unis ont une arme considérable, c'est l'arme du dollar. Il y a des sanctions aujourd'hui, des sanctions américaines. L'arme économique. L'arme économique, justement, qui vont se reprendre, qui vont être remises en place et qui touchent non pas les entreprises américaines, mais les entreprises européennes qui continueraient à commercer avec l'Iran. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Total, Airbus, PSA, Renault, qui ont repris et qui font des affaires en Iran, sont aujourd'hui sous le coup de menaces, et des menaces qui sont réelles. On se souvient qu'en 2010, BNP Paribas, pour avoir commercé avec l'Iran, notamment, avait été sanctionné à hauteur de 8 milliards de dollars. Donc aujourd'hui, c'est là l'enjeu. Est-ce que les Européens vont avoir le pouvoir ? Est-ce qu'Emmanuel Macron, qui est aujourd'hui, en quelque sorte, le leader de cette Europe, va avoir le pouvoir, pour rester poli, de dire aux Américains, non, nous sommes signataires de l'accord, l'Iran respecte ses engagements, nous allons rester, nos entreprises vont rester. C'est très important, pourquoi ? Parce que si jamais les Européens, d'ici environ, on dira 1 mois, n'arrivent pas à apporter ces garanties aux Iraniens, les Iraniens se retirent et derrière, c'est l'escalade. Et l'escalade, ça peut amener où ? Ça peut amener à la guerre. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'une véritable guerre, nouvelle guerre au Moyen-Orient ? Les précédents conflits ne parlent pas en faveur de l'administration américaine. Et d'ailleurs, aujourd'hui, est-ce un hasard ? Aujourd'hui, un des hommes les plus puissants autour de Trump, le nouveau conseiller à la sécurité nationale, c'est John Bolton. John Bolton, fameux moustachi avec ses airs de shérif, de cow-boy, qui menace les entreprises européennes. Ce John Bolton était un des partisans de l'invasion de l'Irak avec les conséquences que l'on connaît. Donc voici aujourd'hui les enjeux qui sont considérables pour la région, mais également pour nous ici, parce que si demain on a une guerre au Moyen-Orient, c'est les cours du pétrole qui flambent, et c'est surtout la possibilité justement de fomenter du terrorisme nouveau, de la radicalisation, et je pense que ni la région ni le monde n'en ont besoin aujourd'hui. Alors l'Iran et l'Israël, on les présente souvent comme les meilleurs ennemis de la région, vrai, faux est-ce que c'est si paradoxal que ça ? Oui, des ennemis totalement. Côté iranien, depuis la République islamique, ce n'était pas le cas avant la Révolution, mais depuis que la République islamique est née en 79, l'Iran ne reconnaît pas Israël, ce qu'ils appellent le régime sioniste. C'est la façon dont ils l'appellent. Maintenant, oui, il faut savoir que ce sont quand même 2 rivaux régionaux. Il faut savoir aussi que certains dirigeants iraniens appellent à la disparition ce qu'ils appellent le régime sioniste, donc d'Israël, du gouvernement israélien. Effectivement, il y a des inquiétudes côté israélien. Maintenant, il faut aussi voir les intérêts iraniens. L'Iran est aujourd'hui entouré de bases américaines, de pays qui comprennent des bases américaines. L'Iran, pour eux, justement, la meilleure défense, ils ont en souvenir la guerre Iran-Irak, lorsque tout l'Occident, le monde entier s'était ligué contre l'Iran. Ils ont justement cette volonté d'étendre leur influence dans les pays de la région, notamment en Syrie. Sauf qu'en Syrie, la Syrie a une frontière avec Israël, même un territoire qu'elle a pris à la Syrie, le Golan. Israël ne l'entend pas de cette oreille. Ça fait donc plusieurs semaines que les Israéliens frappent les forces iraniennes présentes en Syrie. Jusqu'ici, les Iraniens n'avaient pas répondu. Il y a eu des frappes sur Israël récemment. Israël en a profité au nom de la défense pour anéantir les Iraniens en Israël. Donc effectivement, on sent côté israélien une volonté de pousser l'Iran à un conflit. Merci beaucoup Armin Arefi, je le rappelle, journaliste international au point, spécialiste du Moyen-Orient. Dans un instant, la GBL, nouvelle drogue de synthèse cousine du GHB, qu'on surnomme la drogue du violeur, un solvant chimique qui fait des ravages dans les clubs parisiens. Restez avec nous, on revient juste après la pub. Retrouvez votre programme avec aramisauto.com, vente de voitures d'occasion reconditionnées.
ce week-end sur BFM TV. Cet immeuble très luxueux existe vraiment? Infos et décryptage, conseils et astuces, retrouvez la vie IMO samedi et dimanche sur BFM TV. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre tablette. Dis papa, on conduit comment dans le futur? Renault Scénic, la technologie au quotidien. Découvrez Renault Scénic et ses nouvelles motorisations essence à partir de 229 € par mois avec 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Élite Rencontre, le site de rencontre de référence pour célibataires ambitieux. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et revivez l'amour sur éliterencontre.fr. Opel, l'avenir appartient à tous. Découvrez l'Opel Corsa à partir de 8 900 €. Oui, 8 900 € seulement. Chez Bouygues Télécom, on ne vous garantit pas la joie. On ne vous garantit pas l'amour, ni le talent. On ne vous garantit pas non plus le sommeil, et encore moins le bon goût. Non, chez Bouygues Télécom, on vous garantit Internet. Dès l'abonnement et même en cas de coupure, grâce à une clé 4G. Profitez-en avec nos nouvelles offres B-Box. Bouygues Télécom. Hey Jürgen, belle voiture. Est-ce que je peux l'essayer? Bien sûr. L'Opel Grandland X, avec système anti-patinage adaptatif IntelliGrip. Merci. De rien. Attends, mais t'as la même voiture? Oui, mais la mienne est propre. Opel Grandland X, les grandes émotions d'un SUV allemand pour tous. Et vous, quand est-ce que vous l'essayez? Retrouvez toute la précision de la cuisson des chefs chez vous. Grâce à la sonde de température programmable de ma plancha Précision, la cuisson de mes viandes est toujours parfaite. Plancha Précision de Riviera et Bar, goûtez à la perfection. Avec Zoé, roulez en liberté. Libre de vivre les sensations de la conduite électrique, de goûter à des expériences inédites. Libre de pouvoir recharger simplement, chez vous ou ailleurs. Libre d'écouter la mer, la route ou juste le silence. Renault Zoé, la meilleure autonomie de sa catégorie. Renault Zoé, à partir de 129 € par mois, prix et son installation incluse. Il aime la tête, j'ai bien vu l'appel de Giroud, la frappe, la goal. Bonjour, recevez avec les interviews. Retrouvez votre programme avec aramisauto.com, vente de voitures d'occasion reconditionnées. Retenez ces initiales GBL, gamma-butyrolactone, un solvant destiné à nettoyer les jantes des voitures, aujourd'hui de plus en plus utilisé par les fêtards pour ses pouvoirs euphorisants. Cette drogue, cousine du GHB, inquiète les autorités et les professionnels du monde de la nuit. Depuis le début de l'année, 10 comas, dont un mortel, ont été recensés dans les clubs de la capitale. GBL, le fléau de la nuit, une enquête d'Arnaud Fora avec Sophie Herbet.
Maxime a 27 ans, c'est à visage caché qu'il accepte de témoigner. Cela fait 1 an et demi qu'il consomme de la GBL presque chaque semaine, une substance chimique qu'il a découverte sur les conseils d'un ami. Voilà le flacon. Donc oui, il est un petit peu rongé par l'acidité du produit, puisque à la base c'est un détergent qui sert à nettoyer des jantes de roues. Une fois ingéré, ce produit industriel se transforme dans l'organisme en GHB, plus connu sous le nom de la drogue du violeur. Aujourd'hui, il est utilisé par les fêtards dans les clubs et discothèques pour son pouvoir euphorisant. C'est un peu comme une ivresse alcoolique, ça va mettre le corps dans un état de très grande relaxation et ensuite ça provoque une désinhibition qui permet de mieux aller vers les autres. On a l'impression que tout le monde devient beau, tout le monde devient très gentil. Maxime verse le produit dans un verre d'eau, millilitre par millilitre. Je commence par récupérer 1 millilitre. Car la moindre surdose peut provoquer des comas graves. Pire, mélangé avec l'alcool, le produit peut s'avérer mortel. En quelques mois, c'est une série noire qui s'est abattue sur les nuits parisiennes, particulièrement chez les 17-25 ans. Depuis décembre 2017, 10 cas d'overdose ont été recensés dans 3 établissements différents. Cyril a 35 ans, Kevin 27 ans. Amateurs de sortie, ils ont plusieurs fois consommé de la GBL. Conscients des risques, ils ont déjà été témoins de comas provoqués par ce produit, même pris à petite dose. Moi j'ai un pote, et un soir il est sorti, il avait une grosse semaine de boulot, et après il m'a dit j'aurais dû me méfier, il a pris mais peut-être 1,3, c'est pas grand chose, voilà. Et au bout de 20 minutes, il s'est écroulé, quoi. À un moment donné ça tourne, on perd complètement l'équilibre, on s'endort, les yeux se ferment, on n'arrive pas à rester éveillé, et puis on tombe. Une perte de conscience de quelques heures, un phénomène tellement répandu qu'il a même un nom, le G-hole, comprendre tomber dans un trou. C'est vraiment grave, l'effet de G-hole à répétition, à force d'en consommer tous les week-ends, peuvent arriver beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, et il y a un moment, on va plus se réveiller. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Car le 10 mars dernier, une soirée a viré au drame. Dans cet établissement, lors d'une fête, 2 jeunes hommes ramassent ce qu'ils pensent être une bouteille d'eau. Elle contient en fait de la GBL. Après avoir bu une simple gorgée, ils tombent dans le coma. L'un d'eux, âgé de 24 ans, ne se réveillera pas. Ce drame a bouleversé la vie de Ricardo Esteban. Il est le patron du lieu où le jeune garçon est mort. C'est la première fois en 25 ans qu'il est confronté à une telle tragédie. Tout d'un coup, la mort s'invite dans des lieux de fête. À partir du moment où ça arrive dans des lieux d'innocence, ça tue l'innocence. Ça tue. Moi, je suis complètement dévasté par ce qui est arrivé chez moi parce que je me dis, jamais j'aurais pu imaginer que ça m'arrive. Toute la profession est concernée. Ce jour-là, aux côtés de Ricardo, des dirigeants de clubs ou de bars sont réunis pour échanger et discuter. Ils sont accueillis par la patronne des lieux. On trouve important de vous accueillir pour discuter de ces problèmes qui nous touchent tous et qui sont vitaux. Et en tant qu'exploitante, je comprends ce que vit Ricardo du Petit Bain et c'est la chose la plus terrible qui puisse arriver à un exploitant que quelqu'un décède chez lui. Cette intervenante des hôpitaux de Paris est venue pour informer sur cette drogue qu'ils connaissent mal. Comme c'est un anesthésique, son rôle en fait, c'est de nous mettre dans un coma pharmacologique. Une perte de conscience pharmacologique. C'est l'effet recherché de tout anesthésique. Donc on va avoir une perte de conscience, mais aussi un effet de dépresseur respiratoire, et c'est là le danger. Elle va ensuite questionner la salle sur les réflexes à avoir. Quand vous devez faire face à un coma GBL, par exemple, comment vous faites? Je suis désolée de vous poser cette question, parce que si ça se trouve, elle n'est pas très bienvenue, mais voilà. Le silence de la salle en dit long. Chacun reconnaît son impuissance. On est un peu désarmé, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'informations. À part appeler les secours, on ne sait pas vraiment quoi faire. Donc, en tout cas, ce genre d'initiative et de réunion, c'est très le bienvenu pour nous parce qu'on se sent en effet très seul. Appeler les secours est une évidence, mais cela les expose aussi à des sanctions. Car en cas de décès ou de coma, le patron de l'établissement peut se retrouver sous le coup d'une fermeture administrative. C'est ce que risque Ricardo, le patron du Petit Bain. Une injustice selon lui car la présence de GBL est indétectable.
Il n'y a pas de détecteur de GBL. On peut mettre des portiques pour détecter des armes. Ça, on ne peut pas le détecter. Donc il y a un besoin d'information, même auprès des jeunes, qui comprennent ce que c'est que ce produit, qui comprennent sa dangerosité, et qu'on nous explique, nous, est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus que ce qu'on fait. Moi, ça me semble impossible aujourd'hui d'aller au-delà de ce qu'on peut faire. En région parisienne, les cas de coma ont triplé en 3 ans. Cette drogue s'est banalisée car elle n'est pas chère et facile d'accès. Pour Maxime, qui consomme plusieurs doses par semaine, c'est l'affaire de quelques clics sur Internet. Donc sur Google, c'est simple, quand on tape buy GBL, voilà, commander ou acheter de la GBL en France, donc voilà, je vais ouvrir les onglets. Ça, c'est un site, par exemple, qui propose de la GBL. Vous pouvez l'acheter par bidon de plusieurs litres. Là, ici, il y a un bidon de 10 litres, de 20 litres. Donc voilà, ça, c'est un site. Là, vous en avez un autre. Et c'est des sites qui sont destinés à qui, en fait? Ce sont des sites qui vont s'adresser à des magasins de bricolage ou à des mécaniciens. Depuis 2011, ces sites n'ont théoriquement plus le droit de vendre ce produit à des particuliers. Un acte puni de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Dans les faits, les acheteurs arrivent à s'en procurer sans risque. La GBL, elle, en fait, est un produit qui n'est pas sur la liste des stupéfiants, donc on peut en acheter de façon parfaitement légale sur Internet. Vous pouvez l'acheter par carte bleue ou par virement bancaire, c'est en fonction du site. Le tout directement livré à domicile. Le prix du produit est quant à lui bien inférieur à d'autres stupéfiants. Il y en a 100 millilitres, donc ça fait entre 50 et 100 prises et ça coûte 29,95 €. La GBL est devenue un problème de santé publique. Alors les hôpitaux ont dû s'adapter au phénomène. Hervé Gourlin est toxicologue. C'est dans son laboratoire que sont réalisées les analyses toxicologiques pour les patients qui présentent des symptômes potentiellement liés à une prise de GBL. On fait à peu près 40 à 50 dosages mensuels. Ce qui est, oui, par rapport, par exemple, à l'année précédente, on a doublé le nombre de dosages. Et là, ce dernier mois, ça a encore augmenté. Pour traiter toutes ces demandes, les analyses autour de la GBL sont désormais réalisables 24 heures sur 24 depuis un mois. Une première en France. Et dans ces dosages, Hervé Gourlin constate des concentrations de plus en plus élevées. Ce qui me tracasse, c'est que les gens font de plus en plus en limite d'utilisation de ces produits, en limite dangereuse et létale. Donc il y a une utilisation de plus en plus borderline. Et les risques ne se limitent pas simplement au coma. L'usage répété de la GBL pourrait également entraîner une dépendance. Les personnes qui utilisent le GHB ou le GBL veulent toujours avoir des sensations plus hautes que la fois précédente. Donc ils vont augmenter les doses. C'est pour ça que le risque est à la fois dangereux dans l'immédiat, mais est dangereux dans l'addiction. La préfecture de police de Paris parle aujourd'hui d'une évolution inquiétante, allant jusqu'à craindre une centaine de comas d'ici la fin de l'année. Des coups de gueule, un conflit social qui n'en finit plus, un président qui commémore et un appel à l'aide qui glace le sang. C'est le 7 jours sur BFM compilé par Lisa Adef. Édouard Philippe a reçu aujourd'hui les syndicats de cheminots. Le Premier ministre se dit prêt à discuter certains amendements, mais sans changer le fond de la réforme. Le gouvernement avait pris 3 décisions validées par l'Assemblée nationale à une très large majorité sur lesquelles nous ne reviendrions pas. Je veux être très clair sur la fermeté que j'ai exprimée et que j'assume pleinement. Malheureusement, on a un peu le sentiment d'avoir certes une heure d'échange, mais une heure d'échange pour nous expliquer on ne touchera à rien et quoi qu'il arrive, nous aboutirons à la destruction du statut des hommes et des femmes qui travaillent aujourd'hui à la SNCF. Ne vous inquiétez pas, regardez-moi faire, je ne commenterai pas ce que vous avez dit. Mais...
Tout le monde peut s'exprimer, mais il faut qu'il y ait un peu d'ordre. En tout cas, on continue. Oui, hein, on avance. Merci à vous d'être là. Le parquet de Strasbourg a donc décidé d'ouvrir une enquête pour non-assistance à personne en péril après la mort de Naomi Musinga. Cette jeune fille de 22 ans est décédée parce que son appel au SAMU, appel de détresse, n'a pas été pris au sérieux. Voilà, vous appelez SOS médecin. Je peux pas. Vous pouvez pas? Ah non, vous pouvez appeler les pompiers, mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir, certainement un jour comme tout le monde. Elle ne sera hospitalisée que plusieurs heures plus tard et décédera le soir même. C'est surprenant, c'est cynique, c'est indigne, mais ce serait peut-être trop facile en fait de charger uniquement l'opératrice. On ne peut pas parler de cette façon-là à un patient, à une personne qui est en détresse. Ça, c'est sûr. Et deuxième point, on doit respecter une procédure. Iran-Israël, la guerre des missiles et roquettes est déclarée. L'Europe s'inquiète de l'escalade, d'autant qu'on ne peut pas compter sur les États-Unis. C'est ce que dit Angela Merkel. La télévision syrienne retransmet en direct les détonations entendues dans la ville. Des frappes israéliennes sur des positions iraniennes. L'Iran a franchi une ligne rouge. Notre réaction a été en conséquence. L'armée israélienne a mené une attaque de grande envergure contre des objectifs iraniens en Syrie. L'action iranienne, elle, a échoué. Aucune roquette n'a atterri en territoire israélien. Vous allez voir sur l'écran un tableau. Regardez ce tableau, dites-moi ce que vous voyez. Une grenouille. Eh bien, c'est pas du tout une grenouille, ce sont des êtres humains que vous voyez se déplacer. Il y en a qui font très bien la grenouille. Qui font très bien la grenouille, un singe là. Donc ce sont des êtres humains dont le corps a été peint avec de la peinture UV, c'est ce qui fait ces couleurs un peu flamboyantes. Donc le jeu c'est de les retrouver. Fabien est pas d'accord. Là la dame est couchée au-dessus. D'accord, très bien. Et c'est un travail volontaire pour en faire, parce que moi ça m'amuse quand même. Quelques concerts et à chaque fois un comité d'accueil qui proteste contre le retour sur scène de Bertrand Cantat dont le passé ne passe pas. On n'oublie pas qu'il a tué une femme, qu'il l'a rouée de coups, cette femme en est morte. Il a poussé au suicide une autre femme. Remettons en lumière les femmes qui sont mortes sous les coups. N'oublions pas leurs histoires. Quand l'Iran et Israël attisent les tensions au Proche-Orient, jusqu'où cela peut-il aller? La carte diplomatique est-elle encore jouable? Notre système de défense aérienne a intercepté et détruit une grande partie des missiles israéliens qui nous ont attaqués à l'aube et qui étaient dirigés dans plusieurs directions. La seule question qui se pose, c'est pourquoi il y avait des troupes iraniennes à 1600 km de l'Iran. L'Iran n'a rien à faire ici. La seule raison pour eux d'être ici, c'est de nous vouloir du tort. Et nous allons nous défendre. Nous, notre peuple et notre souveraineté avec tous les moyens nécessaires. 7 jours BFM revient, ne bougez pas, c'est juste après la pub. Retrouvez votre programme avec aramisauto.com, vente de voitures d'occasion reconditionnées. Tous les week-ends, je décrypte pour vous les nouveautés en matière de santé. Recherche, diagnostic, traitement, financement, la médecine est en mouvement. Votre santé m'intéresse, c'est votre rendez-vous santé le samedi et le dimanche sur BFM TV. Retrouvez votre santé m'intéresse avec Interflora, messager de vos émotions. Sur le web, retrouvez bfmtv.com. Dis papa, on conduit comment dans le futur? Renault Scénic, la technologie au quotidien. Découvrez Renault Scénic et ses nouvelles motorisations essence à partir de 229 € par mois avec 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Alors Guimard, ça va? Pas trop. Vous avez pas oublié quelque chose, hein? Rentrée de vacances! Fram, vous êtes bien en vacances. En ce moment chez Fram, la semaine à Majorque est à partir de 499 €. Profitez-en. Alone, ce soir à 20h50 sur RMC Découverte. Donc vous êtes sur meilleursagents.com et ici vous rentrez l'adresse. Versailles, avenue Roi. Vous mettez le nombre de chambres. 2328. Et vous cliquez sur voir mon estimation. Chérie, venez voir. Avec Meilleurs Agents, estimez gratuitement votre bien rapidement. Meilleurs Agents, numéro 1 de l'estimation immobilière en ligne.
Chez Bouygues Télécom, on ne vous garantit pas la joie. On ne vous garantit pas l'amour, ni le talent. On ne vous garantit pas non plus le sommeil. Et encore moins le bon goût. Non, chez Bouygues Télécom, on vous garantit Internet. Dès l'abonnement et même en cas de coupure, grâce à une clé 4G. Profitez-en avec nos nouvelles offres B-Box. Bouygues Télécom. Quel magnifique chariot. Si vous aimez faire la course, vous prendrez facilement l'avantage. En revanche, si vous préférez la séduction, je peux vous dire que vous ferez tourner les regards des femmes. Il lève la tête, j'ai bien vu l'appel de Giroud, la frappe, la goal. ManoMano.fr souhaite la bienvenue à tous les bricoleurs. Bienvenue à toi, l'artiste. Bienvenue à toi, l'illusionniste. ManoMano.fr, cliquez, bricolez, jardinez. Tu as toujours eu ce regard unique sur le monde qui t'entoure. Peu importe le challenge. Tu as choisi la spontanéité et l'ouverture d'esprit au lieu du conformisme. Tu as su tracer ta propre voie. Celle qui fait de toi qui tu es. Et la route est encore longue et pleine de surprises. Maîtrisez votre trajectoire. Renault, partenaire officiel du Festival de Cannes. Merci d'être avec nous. Vous regardez 7 jours BFM, le magazine de reportage de la rédaction de BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h, comme tous les samedis. Au sommaire de cette deuxième partie, le retour impossible sur scène de Bertrand Cantat, l'ex-chanteur de Noir Désir dont le passé judiciaire ne passe pas. Plusieurs dates de concerts annulées, une tournée plus que perturbée. Peut-il prétendre à une vie publique? Tandis que certains manifestent, d'autres sortent de leur silence pour prendre sa défense. L'Iran et Israël au bord de l'abîme, en équilibre instable suite au retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Faut-il craindre de nouvelles attaques? Quel avenir géopolitique au Proche-Orient? Un an après son arrivée à l'Elysée, Emmanuel Macron est-il de droite? Lui qui se présentait comme un candidat ni de droite ni de gauche, comment gouverne-t-il et selon quel centre de gravité? Et puis une semaine avant le mariage le plus attendu de l'année, celui du prince Harry et de Meghan Markle, le biographe royal Andrew Morton raconte une femme forte, déterminée et ambitieuse qui fait bouger les codes de la monarchie britannique. D'Hollywood à Buckingham, c'est la rencontre 7 jours. Il est 13h, nous sommes le samedi 12 mai, vous regardez 7 jours BFM. Dans un instant, votre grand reportage quant à l'impossible retour. Mais avant, c'est le journal avec vous, Igor Saïri. Et on commence par l'appel au calme des frères de Naomi à 4 jours d'une marche blanche en hommage à la jeune femme décédée. Les appels et les messages de menaces se multiplient depuis quelques jours au CHU de Strasbourg. Eux veulent juste savoir la vérité sur la mort de leur sœur. Kelly Lafin les a rencontrés avec Jérémy Susselin. Même si cela fait 5 mois que ces deux frères attendent de connaître la vérité, ils nous expliquent ne ressentir aucune haine envers les opératrices qui ont reçu l'appel de Naomi, l'opératrice des pompiers comme l'opératrice du SAMU. Leur comportement, nous explique-t-il, s'explique par de nombreux dysfonctionnements et leur objectif est justement que cette mort serve de leçon et que ce qui est arrivé à leur petite sœur ne se reproduise plus. Écoutez l'un d'entre eux au micro de Jérémy Susselin. Quand j'ai écouté l'enregistrement, c'était dur parce que j'ai entendu sa voix pour la dernière fois et ces derniers mots n'étaient même pas pour nous. Ces derniers mots étaient pour des personnes qui ne l'ont pas aidé, mais on ne peut pas leur en vouloir. Faut savoir que si elles savaient réellement, si elles avaient vu, si elles savaient que... Je veux dire, maintenant elles le savent.
Si à partir de maintenant, elles retournent en arrière et qu'elles ont encore cet appel, je peux vous assurer qu'ils vont l'aider. Ça ne l'ont pas aidé, c'est dû à des problèmes qui se sont passés dans leur structure, pendant leurs heures de travail, auparavant, etc. Ça n'a rien à voir. Ils n'avaient rien contre elle, personnellement, ils ne la connaissaient pas. Donc ce n'est pas leur faute. Ces deux frères nous ont dit recevoir chaque jour des dizaines de messages dont beaucoup comportent de la colère et de la violence, mais ce n'est pas ce qu'ils veulent. Eux veulent justement éviter que les esprits s'échauffent, car Naomi, nous raconte-t-il, était une personne douce, bienveillante, pacifique. Ils veulent donc une marche blanche à son image mercredi, un moment de recueillement silencieux et apaisé. Et les magasins Leclerc invitent leurs consommateurs en possession d'un fromage reblochon à le rapporter dans les plus brefs délais. Reblochons de la marque Nos Régions ont du talent. 7 enfants en bas âge ont subi une violente intoxication alimentaire, nécessitant une hospitalisation pour 6 d'entre eux avec des complications rénales. Le tournage de la 19e édition de Koh-Lanta, arrêté en raison d'une agression sexuelle présumée d'un participant sur une candidate. La société de production a fini par expliquer pourquoi elle a mis fin à l'émission d'aventure. Les faits se seraient déroulés dans la nuit de mardi à mercredi, à la fin du 4e jour de tournage. Le concurrent concerné nie formellement les faits. C'est une info BFM TV. Christophe Naudin a été libéré ce matin de la prison de Villepinte. Ce Français expert en sûreté aéronautique impliqué dans l'affaire Air Cocaïne a bénéficié d'une dispense de peine pour intégrer une hospitalisation en milieu libre. Il souffre d'un cancer. Christophe Naudin a purgé depuis 2016 une peine de 5 ans de prison en République dominicaine pour avoir aidé ses pilotes à prendre la fuite. Il avait été transféré en France en février dernier pour des raisons de santé. Charles Aznavour a été hospitalisé à Nîmes ce matin après une lourde chute au sol à son domicile de Mouriez dans les Bouches-du-Rhône. Le chanteur, qui va bientôt fêter ses 94 printemps, souffre d'une fracture de l'humérus, un os situé entre l'épaule et le coude. 7 jours BFM, Pauline, c'est à vous. Merci beaucoup Igor. Dans un instant, le retour impossible sur scène de l'ex-chanteur de Noir Désir, Bertrand Cantat. Lui qui a été condamné à 8 ans de prison après la mort de Marie Trintignant, c'était en 2003. Qu'il monte sur scène, pour moi, est un scandale, est d'une indécence et d'une prétention énorme. Il n'y a pas d'exemple d'un homme qui a tué et qui, après, vient sur scène se faire applaudir. Et puis l'escalade de la violence entre Israël et l'Iran, quel quotidien pour les habitants. Peu importe ce qu'il se passera, on est prêt, on restera ici toujours. On ne quittera jamais cet endroit, jamais. Never. Nous devons absolument répondre à l'arrogance de cet ennemi à chaque fois qu'il nous attaque. Il ne faut pas leur laisser penser que nous allons attendre les bras croisés. Restez avec nous, on revient tout de suite, juste après la pub. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile. Événement. Toutes les semaines sur BFM Business, Nicolas Dose présente BFM Academy, le premier concours de créateurs d'entreprise. Le 25 juin, il n'en restera qu'un. Envie de créer votre entreprise? Suivez BFM Academy avec le Crédit Agricole. Toute une banque pour vous. Alone, ce soir à 20h50 sur RMC Découverte. Bon week-end? Oui, vraiment bien occupé. Je me suis levé tôt, j'ai surfé un peu sur le net, et puis arrosé mes plantes. J'ai retrouvé un ami. Ah, et je me suis fait une nouvelle playlist. Et toi? C'était à peu près pareil. Nouveau Ford EcoSport. Mettez du SUV dans votre vie. À partir de 149 € par mois, avec Bluetooth, jantes alliage, air conditionné et aide au démarrage en côte. Il a vu l'appel de Giroud, la frappe, la goal. Avec Zoé, roulez en liberté. Libre de vivre les sensations de la conduite électrique, de goûter à des expériences inédites. Libre de pouvoir recharger simplement, chez vous ou ailleurs. Libre d'écouter la mer, la route ou juste le silence. Renault Zoé, la meilleure autonomie de sa catégorie. Renault Zoé, à partir de 129 € par mois, prix et son installation incluse. Hankook et le Real Madrid, ensemble, ne font qu'un. Pneumatique Hankook, partenaire du Real Madrid. Le pilotage,
sera toujours de votre âge. Rendez-vous dans l'aéroclub le plus proche de chez vous et sur enviedepiloter.fr. 600 aéroclubs vous ouvrent leurs portes. Devenir pilote, ce n'est pas une idée en l'air. Offre exceptionnelle pour les amoureux de basket et de la Jeep Elite. SFR Sport et la LNB vous proposent le multiplex de la dernière journée de la saison régulière le 15 mai à 20h45 et l'intégralité des quarts de finale à partir du 22 mai. Sur les sites, applications mobiles, Facebook Live et YouTube de SFR Sport et RMC Sport et sur Yahoo Sport. Avec SFR Sport, vivez basket, vibrez basket. Accéder par la mer au trésor de la terre. Ponant. Dis papa, on conduit comment dans le futur? Renault Scénic, la technologie au quotidien. Découvrez Renault Scénic et ses nouvelles motorisations essence à partir de 229 € par mois avec 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Retrouvez votre programme avec aramisauto.com, vente de voitures d'occasion reconditionnées. L'escalade au Proche-Orient et les vives tensions entre l'Iran et Israël après des tirs de roquettes depuis la Syrie et une riposte israélienne. Jusqu'où cela peut-il aller? Reportage dans un court instant. Le positionnement d'Emmanuel Macron, 1 an après son arrivée à l'Elysée, il se disait ni de droite ni de gauche, vraiment? Et s'il penchait carrément à droite? Et puis une rencontre royale avec le biographe de Lady Di, Andrew Morton récidive en brossant un portrait de celle qui va épouser le prince Harry samedi prochain, Meghan Markle, d'Hollywood à Buckingham. Mais avant cela, Bertrand Cantat, la tournée de l'ex-chanteur de Noir Désir entamée le 1er mars à La Rochelle est plus que compliquée. Ces 2 concerts prévus à l'Olympia ont été annulés par crainte de débordement. Son retour sur scène se révèle difficile, voire impossible, même s'il a annoncé une nouvelle date au Zénith. Car le nom de Bertrand Cantat reste associé pour certains aux violences faites aux femmes après la mort de Marie Trintignant. Peut-il encore avoir une vie publique? Enquête en France, mais aussi en Hongrie. Nous avons pu rencontrer la mère de Christina Radi, l'ex-compagne de Bertrand Cantat qui s'est suicidé il y a 8 ans. Bertrand Cantat, l'impossible retour, Yves Cointe et Julie Papet. Depuis la citadelle, on peut voir au loin les collines de Budapest. Cette ville, Bertrand Cantat la connaît bien. C'est ici qu'est née la mère de ses 2 enfants, Christina Radi, qui s'est donné la mort en janvier 2010. Dans cet hôtel du centre-ville, nous avons pu rencontrer Xila, la mère de Christina Radi. Malgré les drames, malgré la polémique, elle a accepté de nous parler de ce gendre qu'aujourd'hui elle soutient. C'est un homme, mais c'est d'abord un artiste. C'est dans ses gènes, c'est grâce à ses parents. Et c'est un homme qui aime ses enfants. Il s'en occupe aussi bien qu'un homme pourrait le faire. C'est très difficile pour lui, très difficile. La veille, ils se sont parlé au téléphone. Les enfants viennent régulièrement chez elle en vacances. Xila assure entretenir avec Bertrand Cantat de bonnes relations. Elle ne comprend pas les féministes qui manifestent devant ses concerts. C'est horrible. Ce qu'ils font, ce n'est pas normal. Je suis une femme indépendante, je suis une femme féministe, mais féministe positive. Et ce qu'ils font, c'est scandaleux, criminel même. Car l'icône du rock français incarne pour certains le symbole de la violence faite aux femmes. Après la sortie de son album solo, son retour sur scène en mars dernier s'est transformé pour lui en cauchemar. Devant les salles de concert, des manifestants demandaient l'annulation des spectacles. Et à chaque fois, sur les pancartes, 2 visages, ceux de Christina Radi et de Marie Trintignant.
On n'oublie pas qu'il a tué une femme, qu'il l'a rouée de coups. Cette femme en est morte. Il a poussé au suicide une autre femme. Remettons en lumière les femmes qui sont mortes sous les coups. N'oublions pas leurs histoires. 2 drames qui ressurgissent à chaque retour public du chanteur. 2 morts prématurées qui posent l'éternelle question à propos de Bertrand Cantat. L'artiste peut-il avoir une vie publique? Pour Nadine Trintignant, cette idée lui est insupportable. Qu'il monte sur scène, pour moi, est un scandale, est d'une indécence et d'une prétention énorme. Il n'y a pas d'exemple d'un homme qui a tué et qui, après, vient sur scène se faire applaudir. Sa fille, Marie Trintignant, est morte en 2003 sous les coups de Bertrand Cantat. Le chanteur vivait depuis plusieurs mois une histoire d'amour passionnel avec la comédienne. Bertrand Cantat a été condamné à 8 ans de prison. C'est la vérité qu'il a donné 23 coups, c'est la vérité qu'il a tué volontairement. Alors, il ne l'avait pas prémédité, mais volontairement. 23 coups, c'est volontaire. Et tout le monde dit, il a fait sa peine. Quelle peine? 4 ans, qu'est-ce que c'est? C'est à la prison de Muret, près de Toulouse, que Bertrand Cantat a effectué la plus grande partie de sa peine. Le juge Philippe Laflaquière se souvient de sa première rencontre avec le chanteur, peu de temps après son arrivée en détention. J'ai rencontré un homme que j'ai trouvé extrêmement culpabilisé, presque refermé sur lui-même, ayant assez du mal à exprimer ses émotions. Mais je crois qu'il ne réalisait toujours pas ce qu'il avait fait et qui faisait qu'il se retrouve en prison. C'est lui qui a décidé de le libérer au bout de 4 ans, la moitié de sa peine, en s'appuyant notamment sur 2 expertises. Aussi bien l'expert psychologue que de notre côté l'expert psychiatre, qui ont travaillé séparément, ont dépeint un homme qui était beaucoup dans la réflexion sur les raisons de son acte, beaucoup dans le respect des victimes, mais il n'y avait aucune conclusion inquiétante quant à sa dangerosité une fois qu'il serait sorti. Une libération assortie d'un contrôle judiciaire. Pendant 3 ans, Bertrand Cantat avait l'interdiction de s'exprimer sur les faits commis et l'obligation de suivre une psychothérapie commencée en prison. Lorsqu'il sort, Bertrand Cantat se réinstalle dans le sud-ouest et reprend une vie de famille avec sa femme Christina, qu'il a toujours soutenue, et qui aurait eu les violences conjugales dont elle aurait été victime. A-t-elle menti pour protéger Bertrand Cantat? C'est ce que révèle la journaliste Anne-Sophie Jeanne dans son enquête. Selon elle, Christina Radi a joué un rôle décisif après la mort de Marie Trintignant. C'est un des membres de Noir Désir qui m'a raconté cette scène où en fait Christina Radi vient les voir et leur dit il faut qu'on mente, il faut que je protège mes enfants, mais je ne veux pas que mes enfants grandissent sans père. On va tous cacher les violences de Bertrand. Et à partir de ce premier mensonge, malheureusement, en fait, en suivra d'autres parce que couvert une première fois, ayant menti en fait lors du procès, il sera très difficile en fait pour eux de revenir sur leur version. Des informations réfutées par les membres de Noir Désir. Dans son enquête, Anne-Sophie Jeanne décrit le climat de peur physique dans lequel aurait vécu Christina Radi. Elle s'appuie notamment sur un message glaçant que la jeune femme enregistre sur le répondeur de ses parents le 3 juillet 2009, 6 mois avant de se donner la mort. Il faut replacer ce message dans un contexte, c'est-à-dire que le week-end d'avant, elle est partie à Paris avec son amant. Le week-end qu'elle a caché à Bertrand Cantat, dans les messages que j'ai pu consulter, c'est-à-dire ses SMS et ses mails, elle dit « fais attention, ne m'écris pas », elle dit à son amant « donc fais attention, ne m'écris pas, Bertrand va se mettre en colère, s'il découvre ces messages, c'en est fini de moi ici-bas », elle a ces mots. Elle laisse à ses parents un long monologue de plus de 7 minutes dans sa langue natale. Hier, j'ai failli laisser une dent. Il m'a balancé mon téléphone, mes lunettes. Il m'a jeté quelque chose de telle façon que mon coude est complètement tuméfié et malheureusement un cartilage s'est même cassé. Avec lui dans un état aussi grave, on n'arrive pas à réfléchir la tête claire et on ose à peine respirer dans cet état de peur. Lors de notre rencontre en Hongrie, nous avons interrogé Xila, la mère de Christina, sur ce terrible message.
C'était affreux. Mon estomac s'est resserré par l'angoisse. Je ne savais pas comment l'aider, c'était terrible. Mon mari, le père de Christina, a voulu partir en France pour la ramener à la maison. Au bout de 3 jours, on a réussi à lui parler au téléphone. Elle nous a dit que ce n'était pas la peine de venir. 1 mois plus tard, elle est venue en Hongrie. Elle venait comme d'habitude au festival de Sziget. Elle m'a raconté ce qui s'était passé, mais elle ne se plaignait pas. Ce n'était plus d'actualité. Dans un premier temps, les parents avaient pourtant évoqué dans la presse la terreur vécue par leur fille. Aujourd'hui, Xila est plus mesurée sur les raisons du suicide de Christina. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas. Peut-être que Bertrand Cantat pourrait le raconter. On ne le sait pas et il ne parle pas de ça. Tout ce que je sais, c'est que lorsqu'il parle de Christina, il a les larmes aux yeux. Après le suicide de Christina Radi, la justice a enquêté et mis hors de cause Bertrand Cantat. Selon l'avocat des parents, un mot de la jeune femme a joué en faveur du chanteur. Avant de se suicider, Christina a laissé sur un cahier d'école, elle a laissé un mot. Elle a laissé un mot où elle demande pardon à ses enfants. Mais pas un mot sur Bertrand Cantat. Or, c'est incroyable, on ne peut pas imaginer que quelqu'un qui va se suicider laisse un mot et ne dit pas pourquoi je me suicide. Je me suicide parce qu'il me rend la vie impossible, parce qu'il me bat. Face aux fantômes du passé, le chanteur garde ses mystères. Une personnalité insaisissable aux multiples visages. Amor Fati à mort. Amor Fati à mort. Amor Fati, une locution latine qui veut dire « aime ton destin ». C'est le titre de son dernier album qu'il chante sur scène, comme un besoin viscéral. Amor Fati, ce qui est. La scène, c'est vital pour lui, évidemment. S'il n'a pas la possibilité de monter sur scène, il doit être extrêmement malheureux. C'est un deuxième personnage qui prend la scène lui appartient. Et là c'est un autre Bertrand Cantat qui apparaît. Bertrand Cantat plaide aujourd'hui pour son droit à la réinsertion, un chemin qui paraît compliqué. Si il exprime dans ses textes la souffrance, on va dire qu'il se victimise. Et s'il n'en exprime pas, on va dire qu'il est insensible à ce qu'il a commis. Vous voyez, tout peut être interprété, c'est tout le problème de ce retour sur scène dans la lumière. Pour mettre fin aux polémiques, Bertrand Cantat avait décidé de se retirer des festivals d'été, mais de maintenir sa tournée. Elle s'avère quasiment impossible, tant les tensions sont fortes. Ces 2 concerts dans la salle mythique de l'Olympia ont été annulés. Le chanteur espère pouvoir se produire le 7 juin au Zénith de Paris. Vive tension à présent entre Israël et l'Iran en Syrie. Depuis le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, la situation ne cesse de s'envenimer malgré les appels au calme de la communauté internationale. L'armée israélienne a mené plusieurs raids sur des bases iraniennes en Syrie en représailles à des tirs de roquettes. Alors comment les civils vivent chacun de leur côté cette situation? Quelle incidence sur les équilibres géopolitiques? Iran, Israël, l'escalade. Martin Cangelosi avec Laura Bleuzen. Minuit 10 sur le plateau du Golan. Les habitants se mettent à l'abri. Des dizaines de roquettes sont tirées par l'Iran depuis la Syrie voisine. Trois heures plus tard, Israël riposte. En quelques minutes, près de 70 missiles s'abattent sur la Syrie, ne laissant aucune chance à ce véhicule iranien chargé de roquettes. La télévision d'État syrienne est en direct. Des détonations retentissent dans plusieurs villes du pays, dont Damas, la capitale. L'armée est en alerte. Avec compétence et grand sang-froid, notre système de défense aérienne a intercepté et détruit une grande partie des missiles israéliens qui nous ont attaqués à l'aube et qui étaient dirigés dans plusieurs directions. Ces tirs de missiles ont aussi causé la mort d'au moins 3 martyrs, blessé 2 autres et détruit un radar militaire, un dépôt d'armes et endommagé plusieurs bases de défense aérienne. Le Proche-Orient menace de s'embraser. L'Iran n'avait pas attaqué l'État hébreu depuis 2011. Pour étendre son influence dans la région,
Téhéran a posté des troupes à la frontière syrienne. L'Iran cible le plateau du Golan, un territoire disputé. À peine plus grand que le Val d'Oise, il appartenait à la Syrie avant son annexion par Israël en 1967. De bon matin à Damas, les bombes israéliennes se sont tues. Jour de marché presque ordinaire dans la capitale syrienne. Les Israéliens ont passé la nuit à dormir dans des abris, pendant que nous sommes montés sur les toits à applaudir notre armée qui nous défendait héroïquement. Nous devons absolument répondre à l'arrogance de cet ennemi à chaque fois qu'il nous attaque. Il ne faut pas leur laisser penser que nous allons attendre les bras croisés. Peu importe ce que cela nous coûte. Au même moment, sur le plateau du Golan, les renforts de l'armée israélienne se déploient. Vérification des installations antimissiles, installation de nouveaux abris anti-roquettes. Israël craint une autre attaque iranienne, venue des collines voisines. La seule question qui se pose, c'est pourquoi il y avait des troupes iraniennes à 1600 km de l'Iran. Je suis ici à la frontière avec la Syrie. L'Iran est à 1600 km. L'Iran n'a rien à faire ici. La seule raison pour eux d'être ici, c'est de nous vouloir du tort. Et nous allons nous défendre. Nous, notre peuple et notre souveraineté avec tous les moyens nécessaires. Les habitants du Golan sont venus soutenir les troupes. Daniela et Sharon ont voulu faire le déplacement dans la journée jusqu'à la frontière avec leurs 3 filles. Elles savent qu'il y a une guerre, elles savent ce qui se passe ici. Mais là, on leur a dit de ne pas s'inquiéter, que notre armée est forte, qu'elles sont en sécurité. Si quelque chose se passe, on ne pourra pas faire grand-chose, mais notre armée nous protégera. La nuit a été difficile, mais cette famille ne quittera pas cette terre disputée. Peu importe ce qu'il se passera, on est prêt. On restera ici toujours. On ne quittera jamais cet endroit. Jamais. Peu importe le nombre de bombes qui tomberont ici, on restera pour toujours. Le président iranien Hassan Rouhani a promis qu'il ne voulait plus de nouvelles tensions dans la région. Israël aussi joue l'apaisement, mais maintient son armée en état d'alerte élevé sur le plateau du Golan pendant les prochains jours. Il y a un an exactement, Emmanuel Macron était élu avec 66% des suffrages sur un positionnement qui se voulait ni de droite ni de gauche. Mais est-ce que c'est toujours valable? Sa manière de présider penche-t-elle d'un côté plus que de l'autre? Macron, président de droite, Aymeric Barraud, Laura Bleuzen et toutes les équipes de BFM TV. Le président en terrain conquis. Face à ses chefs d'entreprise français en Australie, Emmanuel Macron est venu il y a quelques jours vanter son action et promettre aux jeunes expatriés installés ici que la France a changé. C'est une forme d'état d'esprit. Qui a décrété qu'il n'était pas possible de faire les choses en France? Ça a changé. C'est fini. Un discours libéral décomplexé. Ici aux États-Unis, devant ses étudiants, c'est le président manager qui s'exprime. Thank you very much for this warm welcome. Pour défendre fermement la réforme de la SNCF. You have strikes, that's normal, but at the end of the day, you will have a law passed at the equivalent of our Congress, and that's where the democracy decides. Élu il y a un an sur sa fameuse promesse du « en même temps » de droite et de gauche, Emmanuel Macron penche de plus en plus à droite. Symbole le plus marquant, la fin de l'ISF, votée dès le début du quinquennat. Quand on empêche les gens de réussir, dans le monde où on vit, ils vont réussir ailleurs. C'est ce qui s'est passé. Et donc, de l'entrepreneur individuel au manager de groupe international, la France doit être un pays attractif où on garde les meilleurs. Parce que nous sommes dans une économie mondialisée qui est aussi un combat pour attirer les meilleurs. Fini l'impôt sur la fortune et bientôt aussi l'exit tax. Cette taxe imposée aux entrepreneurs français évadés fiscaux. Une annonce saluée par le magazine économique américain Forbes, qui voit désormais en Emmanuel Macron le leader des marchés. Que ce soit sur le code du travail ou la SNCF, Emmanuel Macron le martèle, comme ce jour-là interpellé par des cheminots grévistes. Il veut faire ce qu'il a dit pendant la campagne.
Cette réforme, je ne vais pas vous mentir, on doit la faire. On est pour faire une réforme, mais on nous a fait des propositions. Non mais on doit la faire. Les propositions de la CGT ne permettent pas de réformer. On n'est pas d'accord, mais moi je le respecte. Regardez-moi, c'est pas... Non mais parce qu'il y a votre collègue aussi qui est là qui m'avait interpellé. Donc, la dette, c'est pas les cheminots, c'est pas la SNCF, c'est les choix de l'État qui datent des années 80. Une fermeté face à la rue qui rappelle Margaret Thatcher dans les années 80 pour la presse anglo-saxonne. Et même si les 3/4 des Français le perçoivent comme président des riches, le locataire de l'Élysée assume ses réformes libérales. Pour lui, ce n'est pas un problème. D'abord, c'est une nécessité, parce que ces mesures difficiles, impopulaires auprès d'une partie de l'électorat pour relancer l'économie, il considère qu'elles sont nécessaires, et il considère surtout que c'est au début du mandat, là où on a le capital politique finalement le plus solide, qu'il faut avancer, qu'il faut en quelque sorte taper fort, faire les choses les plus difficiles, parce que c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir les faire passer. On a une majorité qui est encore solide, on est encore porté par une popularité assez forte. Au-delà des réformes économiques, Emmanuel Macron s'est aussi emparé de marqueurs traditionnels de droite, en prenant la parole par exemple devant les évêques de France, fait rare pour un président de la République. C'est sans doute que nous partageons confusément le sentiment que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et qu'il nous importe à vous comme à moi de le réparer. Que ce soit des hôpitaux, que ce soit le cas du Code du travail. Un président qui met aussi en avant l'autorité face aux facultés bloquées par les opposants à la réforme des universités. Dans toutes les universités aujourd'hui, où il y a des amphis paralysés, des violences parfois au demeurant inadmissibles, les étudiants sont bien souvent minoritaires. Ce sont des groupes qui ne sont pas des groupes étudiants qui viennent, et ce sont ceux dont j'ai dit, et il faut toujours citer ces sources, reprenant Audiard, ce sont des professionnels du désordre. Même discours de fermeté affiché sur la loi Asile et Immigration, un texte largement critiqué dans les rangs de la gauche. Mais désormais à droite, Emmanuel Macron peut compter sur de solides soutiens. Emmanuel Macron, il a, sur un plan politique, réussi une opération de fragmentation de la droite que l'on n'avait jamais vue. Aujourd'hui, un électeur de François Fillon sur 2 déclare qu'il fait confiance au président de la République. Et ça se fait notamment sur cette volonté de réforme. Il y a beaucoup d'électeurs de droite qui disent « Macron fait ce que, notamment, Nicolas Sarkozy n'avait pas fait quand il était au pouvoir ». Plébiscité par l'électorat de centre-droit, Emmanuel Macron risque-t-il de se couper durablement d'une partie de l'opinion, comme les retraités, en colère contre la hausse de la CSG. Là, vous nous avez vraiment pompé. Non, c'est pas vrai. Mais je vais vous expliquer. Les retraités, dites donc. En l'absence d'opposants de poids, le président estime qu'il pourra rééquilibrer sa politique dans la deuxième partie de son quinquennat. Il se dit qu'il a tout le temps de le reconquérir quand l'action qu'il espère avoir porté ses fruits pour redresser l'économie va porter ses fruits, la croissance va revenir, le chômage va diminuer. Et en quelque sorte, c'est à ce moment-là qu'il essaiera de rééquilibrer en quelque sorte davantage et de reconquérir un peu plus l'électorat de gauche. Avec 41% seulement des Français satisfaits, selon le dernier baromètre ELAB, Emmanuel Macron a vu sa popularité baisser en un an. Mais il parvient quand même à faire mieux que François Hollande un an après son élection, et jeu égal avec Nicolas Sarkozy. Alors, un président en vacances, ça donne quoi en cette semaine ponctuée de jours fériés? Emmanuel Macron s'est offert quelques jours de break dans le sud de la France, au fort de Brégançon, où on retrouve Julia Vanels. Julia, un président en congé, il fait quoi exactement? Bien déjà, Emmanuel Macron, comme vous l'avez dit, il est parti se reposer ici, donc au fort de Brégançon, et c'est la première fois depuis 6 ans qu'un président de la République revient au fort de Brégançon. Le dernier en date, c'était François Hollande en 2012. Alors c'est un week-end strictement privé pour le couple présidentiel. Emmanuel Macron, il passe une partie de ses journées en fait à travailler à l'intérieur du fort de Brégançon. C'est en tout cas ce que nous dit l'Élysée. Mais hier, il s'est quand même octroyé quelques moments de détente en faisant une petite balade à vélo dans les alentours de Cavalières. Un président de la République donc très très discret ici, de quoi décevoir les quelques curieux qui passent devant le portail du fort de Brégançon pour tenter d'apercevoir le président de la République. Mais pour le moment, aucune sortie publique n'est prévue. Le couple présidentiel, nous dit-on, souhaite rester dans la plus stricte intimité. Merci Julia Vanels avec Camille.
Jérémy Fournier en direct du Fort de Brégançon avec nous, Jérémy Brossard du service politique. Merci beaucoup. Alors, un peu de vélo, mais quand même beaucoup de boulot. Oui, beaucoup de boulot. Et ce qui est intéressant de noter, c'est la différence avec le week-end du 1er avril. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il était parti avec son épouse au Touquet, une résidence privée. Il s'était montré face aux caméras, des bains de foule à plusieurs reprises, tenue décontractée, en tenue de tennis, notamment. Effectivement, on était juste avant le début de la grève à la SNCF. Il s'était montré assez décontracté. Il avait même dit à un habitant qui l'interpellait en lui disant « Ne cédez pas aux cheminots », il avait dit « Ne vous inquiétez pas ». Là, changement de décor, changement d'ambiance. Déjà, il a choisi une résidence officielle. L'Élysée ne cesse de nous répéter qu'il est au travail à Brégançon. À Brégançon, certes, mais au travail, effectivement. Et donc, il n'y a pas de sortie publique annoncée, en tout cas pour l'instant, de la part de l'Élysée. C'est vrai que le contexte est complètement différent. Déjà, on sort d'une séquence internationale qui a été compliquée, tendue avec la crise iranienne. Et puis, c'est vrai que le contexte social, sur le plan intérieur, a changé aussi. On a eu un 1er mai émaillé de violence. Il y a eu cette grève à la SNCF qui perdure. Il y a une crise à Air France. Hier encore, on a empêché la tenue d'examen dans un centre universitaire en région parisienne. Donc, il y a un contexte particulièrement tendu pour le président de la République. Il le sait, le mois de mai n'est pas terminé. On arrive à peine à la mi-mai et donc la partie n'est pas gagnée. Il faut maintenir la pression, maintenir ses efforts, ne pas relâcher pour tenter de mener à bien ces réformes. Et Emmanuel Macron, il sait qu'il joue gros. C'est sa capacité à réformer qui se joue ce printemps, ce mois de mai précis. C'est sans doute la raison pour laquelle il se fait particulièrement discret ce week-end à Brégançon. Merci beaucoup, Jérémy Brossard, pour cet éclairage. Regardez en bas à droite de votre écran ce petit drapeau, J-7 avant le mariage de l'année. Oui, celui du prince Harry et de Meghan Markle, ou comment une Américaine de 36 ans décoiffe la monarchie britannique. Le biographe Andrew Morton revient sur son parcours d'Hollywood à Buckingham. Ce qui est inhabituel, ce n'est pas seulement le fait qu'elle soit divorcée, mais aussi multiraciale, américaine et actrice, qui a déjà participé à des films et des émissions de télé assez osées. Mais c'est un signe des temps qui changent. C'est la rencontre 7 jours à découvrir dans quelques minutes, ne bougez pas. Retrouvez votre programme avec aramisauto.com, vente de voitures d'occasion reconditionnées. Le saviez-vous ? 2018 marque les 50 ans des protestations de mai 68 qui ont ébranlé la France. À cette période, pour la première fois de son histoire, le Festival de Cannes a été interrompu. En signe de soutien, la présidente du jury, Monica Vitti, ainsi que François Truffaut et Jean-Luc Godard se sont accrochés au rideau, empêchant le bon déroulement du festival. Vivez toute l'actualité de la 71e édition du Festival de Cannes sur BFM TV avec Paris Match. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre tablette. T'as faim? Je mangerai un bœuf entier. Quinoa boulgour en galette. Ah ouais, tu blaguais pas? Hey. Ah ouais. Attends. Tu sais ce que j'aime chez toi? Ton vocabulaire. Céréales bio, enfin des céréales dont on fait tout un plat. Et le plus dur, c'est de choisir. Céréales, le végétal devient convivial. Pourquoi est-ce qu'on garderait toujours les mêmes habitudes? Pourquoi est-ce qu'on se réveillerait toujours au même endroit? Qui a décidé pour nous qu'un week-end, c'était 2 jours et pas plus? On allait toujours promener le chien en bas de l'immeuble, s'habiller comme ses collègues, travailler tout le temps dans un bureau. Et si on changeait d'avis sur un coup de tête? Et si on partait quand on en a envie? Nouveau Skoda Karoq, tracez votre propre chemin. Découvrez-le à partir de 259 € par mois. Trouvez les plus beaux cadeaux pour la plus belle des mamans avec Swarovski. Téléchargez gratuitement l'application RMC Découverte. Désormais, vos programmes préférés sont disponibles sur votre smartphone. Pour ne rien rater, accédez instantanément au replay, au direct. Le meilleur du documentaire est sur l'appli RMC Découverte. Dis papa, on conduit comment dans le futur? Renault Scénic, la technologie au quotidien. Découvrez Renault Scénic et ses nouvelles motorisations essence à partir de 229 € par mois avec 4 ans d'entretien et de garantie inclus.
Mincir efficacement devient un plaisir. Nouveau Somatoline Cosmétique 7 nuits gel frais. Se masse facilement et laisse une agréable sensation sur la peau. Pour mincir jusqu'à 1,6 cm en 7 nuits, nouveau 7 nuits gel frais. Somatoline Cosmétique, ça fonctionne. Il aime la tête, il a vu l'appel de Giroud, la frappe, la goal. Comme ça, elle respirera mieux. Et c'est parti pour le tour du monde. Économiser sur tout, oui, sauf sur le beau. Un jour peut-être, même les gratte-ciels seront en bois. Moi, je préfère les jeux qui sont de la forêt. Pour moi, c'est le bois. Tu as toujours eu ce regard unique sur le monde qui t'entoure. Peu importe le challenge. Tu as choisi la spontanéité et l'ouverture d'esprit au lieu du conformisme. Tu as su tracer ta propre voie. Celle qui fait de toi qui tu es. Et la route est encore longue et pleine de surprises. Maîtrisez votre trajectoire. Renault, partenaire officiel du Festival de Cannes. Retrouvez votre programme avec aramisauto.com, vente de voitures d'occasion reconditionnées. Elle s'apprête à jouer le rôle de sa vie samedi prochain en épousant le prince Harry. Qui est vraiment Meghan Markle? Plongée dans la famille royale britannique avec un écrivain tout aussi royal. Après la biographie de Diana, Andrew Morton signe un nouveau livre sur Meghan Markle. Il revient sur la romance entre le prince Harry et sa future épouse, une semaine avant le mariage le plus attendu de l'année. Leur rencontre, leur histoire d'amour, le parcours de celle qui est passée d'Hollywood à Buckingham et le vent de renouveau qui souffle sur la monarchie britannique. C'est la rencontre 7 jours, réalisée par Thomas Misraki, Florian Rivet, Amélie Patéron et Guillaume Auer. Bonjour Andrew Morton, merci de répondre aux questions de 7 jours BFM. Mon plaisir. Harry et Meghan, est-ce qu'ils s'aiment vraiment? Je pense que c'est une grande histoire d'amour. Je pense qu'ils ont eu une connexion d'âme sœur quasiment au moment où ils se sont rencontrés. Comme dans le film Pile et Face, 10 ans avant leur rencontre, Meghan n'aurait jamais été intéressée par un Harry en colère et ivre. Et en fait, ils se sont retrouvés au bon endroit, au bon moment. Harry cherchait une petite amie pour fonder une famille. Meghan aussi était solo et leurs amis ont joué les Cupidons. Comment se sont-ils rencontrés? Le couple s'est rencontré lors d'un rendez-vous arrangé ou un demi-rendez-vous arrangé. Meghan était au courant qu'elle allait rencontrer le prince Harry et elle était évidemment très excitée. Et Harry n'en savait pas beaucoup sur Meghan. Il ne l'avait jamais vue dans la série Avocat sur mesure dans laquelle elle jouait. Ils se sont rencontrés dans un club privé du centre de Londres le 1er juillet 2016, un jour qui va entrer dans l'histoire de la royauté. Pourquoi est-ce que Meghan est la femme, l'épouse parfaite pour le prince Harry? Le prince Harry a toujours été attiré par des femmes plus exotiques. Chelsea Davy était du Zimbabwe par exemple, et il est resté avec elle pendant 6 ans. Meghan n'en savait pas beaucoup sur Harry et ça c'était important. Elle a réussi à faire un lien avec sa personnalité, pas sa position sociale, et ça a permis d'éviter un gros écueil. Pendant ma carrière d'écrivain royal, j'ai souvent remarqué que les princes tombaient souvent amoureux de filles des États-Unis ou du Canada parce qu'elles ne font pas partie du circuit normal. Comment est-ce que Meghan a réussi à conquérir le prince Harry, qui était quand même connu pour ses conquêtes, pour ses petites amies pendant de très longues années? Je pense qu'il faut poser la question autrement. Je pense que c'est Harry qui a dû séduire Meghan quand il a réalisé que c'était la bonne. Elle avait la bonne personnalité, le physique, la fibre morale nécessaire pour avoir envie de donner, pour passer une vie d'obligation et d'engagement, ce qu'est l'essence de la royauté. Et il a déjà vu et perdu d'autres petites amies, comme notamment Chelsea Davy, parce qu'elle détestait la lumière des projecteurs.
Meghan a l'habitude des tapis rouges, elle a l'habitude des podiums, des conférences. Le prince Harry savait qu'il devait élever son niveau de jeu. Il est peut-être le petit-fils de la reine, mais Meghan s'est exprimée aux Nations Unies. C'était un personnage formidable en elle-même. Meghan est métisse, elle est américaine, elle est actrice, elle est divorcée, elle est plus âgée qu'Harry. Comment est-ce qu'elle a réussi à convaincre la famille royale qu'elle était l'épouse parfaite pour le prince Harry? Ça vous montre le changement incroyable dans cette famille royale depuis les 80 dernières années. Le dernier prince royal à être tombé amoureux d'une américaine, c'est le roi Édouard VIII. Et il a dû renoncer au trône pour se marier avec Wallis Simpson, une américaine déjà divorcée 2 fois. Ça vous montre à quel point la reine a évolué avec le temps. L'usure de l'effet de l'Église d'Angleterre sur le divorce. D'ailleurs, on a un futur roi, le prince Charles, qui est divorcé. Sa femme Camilla est divorcée. Donc tout cela n'est plus une source de controverse que quelqu'un de divorcé rejoigne cette famille. Ce qui est inhabituel, ce n'est pas seulement le fait qu'elle soit divorcée, mais aussi multiraciale, américaine et actrice, qui a déjà participé à des films et des émissions de télé assez osées. Mais c'est un signe des temps qui changent. Est-ce que vous savez ce qui a été le plus difficile à accepter finalement pour la famille royale et la monarchie britannique? Je pense qu'ils voulaient être sûrs que Meghan et Harry allaient rester ensemble, qu'ils étaient vraiment amoureux. Et on peut voir qu'ils ont du mal à ne pas l'être. C'était très clair pendant leur interview de fiançailles. Ils n'arrêtaient pas de se toucher, ont fait preuve de beaucoup d'affection. C'est elle qui contrôlait la conversation. Quel contraste avec, il y a quelques années, l'interview de fiançailles de Charles et Diana, pendant laquelle le prince Charles a prononcé cette phrase devenue célèbre. Quoi que l'amour veuille dire. Et même si on compare avec le grand frère d'Harry, le prince William, et son interview de fiançailles avec Kate, c'était très formel et il n'y avait pas beaucoup d'échanges physiques. Ces deux-là, c'est un couple très différent. Meghan Markle, qu'est-ce qu'elle apporte à cette famille royale? C'est une femme accomplie, c'est un grand exemple pour les femmes carriéristes et ces dernières semaines, j'ai parlé avec beaucoup d'entre elles pour qui elle était un exemple. Elle a été une humanitaire à succès, une blogueuse à succès, elle est un défi à la famille royale pour qu'ils rehaussent leur propre niveau parce que seulement 6% des gens employés à Buckingham Palace sont d'origine ethnique. Son arrivée va certainement provoquer des changements dans la couleur et les origines des gens qui y travaillent. Est-ce que vous pensez que Meghan aura les épaules assez larges pour supporter la pression d'entrer dans cette famille, de devenir une princesse aux côtés du prince Harry? Meghan a la bonne attitude. Elle dit qu'elle considère toutes les critiques comme du simple bruit, et c'est l'erreur qu'a fait Diana. Je lui disais, ne lis pas les journaux parce que ça la déprimait, mais elle les lisait quand même. Elle n'écoutait pas, elle lisait et elle était déprimée. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que faisait la duchesse de Windsor, Wallis Simpson. Elle lisait aussi les lettres et la presse qui étaient très négatives, et elle est tombée en dépression. Meghan a adopté une attitude plus positive. Elle sait comment fonctionnent les médias, elle y a participé elle-même, elle faisait beaucoup de networking pour que les gens lui parlent. Rien ne peut vous préparer à l'attention constante qu'elle va devoir, elle, affronter. Mais le fait d'avoir été une actrice, d'avoir fait les tapis rouges, elle sait très bien ce qui l'attend. Est-ce que vous diriez, vous qui avez connu Diana, que Meghan est en quelque sorte son héritière? Personne ne pourra jamais remplacer Diana, elle est unique. Et ce qui la définissait, c'était cette forme de vulnérabilité qu'elle avait. Ça marquait les gens, mais ils voyaient aussi sa force de caractère quand elle faisait face à un mariage malheureux ou à la monarchie et quand elle se débrouillait seule. Elle était une humanitaire très indépendante.
Je vois un peu ça comme un clin d'œil du destin. Diana est morte à 36 ans et Meghan arrive dans cette famille royale à 36 ans. C'est comme si elle avait repris le flambeau. La seule grande différence entre elles, c'est que Meghan a déjà été une activiste très jeune et elle s'occupait des gens, elle avait l'habitude des podiums, d'être le centre d'attention, elle aimait être une actrice. Et Diana, elle, était très timide. Elle n'était pas très douée pour les études, mais c'est quelqu'un qui a réussi à se transformer pour devenir la jeune femme que nous n'oublierons jamais. Comment est-ce que les Britanniques voient Meghan? Je pense que Meghan, pour la plupart des gens, a été avec nous depuis toujours. Ça a été la folie Meghan depuis environ 16 mois et je la qualifierais de trésor national. Les gens l'aiment. Elle est la personnalité la plus populaire de la famille royale et elle n'en est même pas encore membre. Elle est perçue comme quelqu'un qui a donné plus de sens à la famille royale, qui l'a rendue plus ouverte et plus populaire. Dans l'ancien temps, les gens venaient à un mariage avec une dot, des chèvres ou un troupeau de vaches pour échanger avec leur fille ou leur fils. Meghan, elle, est arrivée avec un sac à dos plein de millions d'Instagrammeurs et de tout ce qu'elle a déjà accompli et que des millions de jeunes femmes voudront reproduire. Encore une fois, vous connaissez cette famille Windsor, le prince Harry, sa maman, mieux que personne. Vous y croyez-vous à ce mariage? Personne ne se marie pour échouer. Meghan a appris cette leçon grâce à son premier mariage. Elle va se battre pour que son deuxième mariage soit un succès. Ça va être un chemin difficile. Il y aura des nuits noires pour l'âme. Mais je pense que ce mariage sera un succès parce que c'est un mariage d'amour. Merci Andrew Morton. Merci. Meghan et Harry et Meghan, une journée spéciale, un mariage princier que vous pourrez suivre en direct sur BFM TV. Ce sera samedi prochain. Autre festivité, Cannes, sa palme d'or, ses marches, son festival, plongé dans les archives télévisuelles qui réunit la crème de la crème cinématographique. 7 jours rétro, signé Lisa Adef. Le Festival de Cannes, c'est le plus grand événement cinématographique du monde. Il est créé à la sortie de la guerre et amène une bonne dose de strass et de paillettes dans la vie des Français. C'est de nuit, à la clarté des sunlights de studios, que professionnels et amateurs du cinéma ont ouvert la grande quinzaine. Pour eux, les ballets de l'opéra comique sur Terre et les fusées des feux d'artifice dans le ciel ont illuminé la nuit chaude. Soirée unique sur la côte de l'éternel azur. Et dès cette première édition, en 1946, Cannes donne le ton. Ici, on vient pour voir et être vu. C'est le grand début des vedettes de cinéma. Depuis sa création, des acteurs du monde entier s'y succèdent et attirent autant de fans et de photographes impatients. Chaque année, 12 000 professionnels sont accrédités pour l'événement. Dès 1958, Cannes se popularise. La critique d'un film, c'est d'abord dans la rue. Qu'est-ce que vous aimez comme film, vous? Le film qui a tourné les Tonneaux Rossi, là, vous appelez ce film, le temps des guitares. Le temps des guitares, oui, oui. Ça, réellement, ça, c'est un film, et puis alors, quand il chante lui, c'est quelque chose. À Cannes, il va falloir attendre 10 ans pour voir apparaître une autre star. La Palme d'Or. 118 grammes d'or, 18 carats. Un socle d'1 kilo, confectionné en 40 heures par le joaillier Chopard. C'est en 1955 qu'elle est remise pour la première fois au film américain Marty. No, Marty, please. I like you. I like you. I've been telling you all night I like you. Marty. All I want's a little kiss. No. Please. No. Please. No, Marty. All right, I'll take you home. Un prix prestigieux décerné par un jury, aux commentaires pas toujours tendres car rien n'est gagné dans ce festival où la critique fait la pluie et le beau temps. Je trouve, pour paraphraser le vocabulaire employé par Jean Eustache, que c'est un film merdique. Je trouve que c'est un non-film, non filmé par un non-cinéaste et non joué par un non-acteur. Mais alors c'est quoi un bon film? En 1973, le réalisateur Michel Audiard a sa petite idée. Je prendrais un acteur canadien sans doute. Les brumes du Nord, c'est toujours bon. Une Française inconnue et surtout, parce que je suis quand même pas idiot, je ferai un film de gauche. Chacun son secret pour décrocher la palme. Sur la croisette, il en est d'autres qui n'attendent qu'une chose, obtenir un rôle. On les appelle les starlettes. Mon nom est Kasia Śmiechowicz. Je suis venue de Pologne pour essayer de me faire connaître par le public français. Et tous les moyens sont bons pour se faire repérer.
Chaque jour, quand la météo le permet, elle choisit une plage avant d'enlever le moins discrètement possible l'un des 2 maillots de bain qu'elle a emportés. 1800 mètres de tapis rouge, 30 000 épingles à cheveux, 600 flacons de vernis et 197 millions d'euros de retombées économiques. L'entreprise Cannes a de quoi faire rêver, pas uniquement les starlettes. C'est la fin de cette édition de 7 jours BFM. Merci de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve à 18h pour une nouvelle édition. Tout de suite, c'est Priorité au décryptage avec Florence Duprat.